Ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, parce que malgré tout nous étions 60-80. Donc cette année, je voudrais commencer seulement une série de recherches, d'analyses sur la guerre, sur la guerre comme principe éventuel d'analyse des rapports de l'histoire. Est-ce que c'est du côté du rapport des discussions? Est-ce que c'est du côté du modèle de la guerre? Est-ce que c'est du côté du schéma de la lutte, des luttes, que l'on peut trouver un principe d'intelligibilité et d'analyse du pouvoir politique? Pouvoir politique donc déchiffré en termes de guerre, de lutte, d'affrontement. Bon, voilà, si vous voulez, ce que je voudrais commencer avec, forcément en contrepoint, l'analyse de l'institution militaire, des institutions militaires, dans leur fonctionnement réel, effectif, historique, dans nos sociétés, depuis le XVIIe siècle, si vous voulez, jusqu'à nos jours. Jusqu'à présent, pendant les 5 dernières années, en gros, les disciplines, dans les, peut-être les 5 années suivantes, la guerre, la lutte, là. Bon, je voudrais tout de même un petit peu faire le point de ce que j'ai essayé de dire au cours des années précédentes. 4 ans, 5 ans. précédentes. Je voudrais faire le point à la fois parce que ça me gagnera du temps pour mes recherches sur la guerre, je vais encore plus avancer, et puis éventuellement ça peut servir de repère à ceux d'entre vous qui n'étaient pas là les années précédentes. Mais en tout cas, pour moi, j'aimerais un petit peu pour moi-même faire le point de ce que j'ai essayé de parcourir. Ce que j'ai essayé de parcourir depuis 1970-71, en gros, c'était le comment du pouvoir. Puis dire comment du pouvoir, c'est-à-dire essayer de saisir ces mécanismes entre deux repères, deux limites. D'un côté, les règles de droit qui délimitent formellement le pouvoir, et puis d'un autre côté, l'autre extrémité, l'autre limite, ça serait les effets vérités que ce pouvoir produit, que ce pouvoir conduit, et qui, à leur tour, reconduisent ce pouvoir. Donc, triangle, pouvoir, droit, vérité. Disons schématiquement ceci, il existe une question traditionnelle, qui est la question traditionnelle, je crois, de la philosophie politique, et qu'on pourrait formuler ainsi: comment est-ce que le discours de la vérité, ou tout simplement comment est-ce que la philosophie, entendue comme le discours par excellence de la vérité, comment donc ce discours de la vérité peut-il fixer les limites de droit du pouvoir? C'est la question traditionnelle. Or, celle que je voulais poser est une question, si vous voulez, d'en dessous, est une question très factuelle par rapport à cette question traditionnelle, noble et philosophique. Mon problème serait en quelque sorte celui-ci. Quelles sont les règles de droit que les relations de pouvoir mettent en œuvre pour produire des discours de vérité? Ou encore, quel est donc ce type de pouvoir qui est susceptible de produire des discours de vérité et qui sont, dans une société comme la nôtre, dotés d'effets si puissants? Je veux dire ceci: dans une société comme la nôtre, mais après tout dans n'importe quelle société, des relations de pouvoir multiples traversent, caractérisent, constituent le corps social. Et ces relations de pouvoir, dans notre société comme dans n'importe quelle autre d'ailleurs, également, ces relations de pouvoir ne peuvent pas se dissocier, elles ne peuvent ni s'établir ni fonctionner sans une production, une accumulation, une circulation, un fonctionnement du discours. Il n'y a pas d'exercice de pouvoir sans une certaine économie des discours de vérité fonctionnant à partir de et à travers eux. Nous sommes soumis à la production de la vérité, nous sommes soumis par le pouvoir à la production de la vérité, et nous ne pouvons exercer
exercer le pouvoir que par la production de la vérité. Ceci sur un mode particulier, sans doute. C'est vrai pour toute société, mais je crois que dans la nôtre, ce rapport entre pouvoir, droit et vérité s'organise d'une façon très particulière. Disons, pour marquer simplement, non pas le mécanisme même de la relation entre pouvoir, droit et vérité, mais pour marquer simplement, si vous voulez, l'intensité du rapport et sa contrainte, je pourrais dire ceci: nous sommes astreints à produire la vérité, et nous sommes astreints à produire la vérité par le pouvoir qui exige cette vérité, qui en a besoin pour fonctionner. Nous avons à dire la vérité. Nous sommes contraints, nous sommes condamnés à avouer la vérité ou à la prouver. Le pouvoir ne cesse pas de questionner, de nous questionner, il ne cesse pas d'enquêter, d'enregistrer, il institutionnalise la recherche de la vérité, il la professionnalise, il la récompense. Nous avons à produire la vérité, comme après tout, nous avons à produire des richesses, et nous avons à produire la vérité pour pouvoir produire des richesses. Et d'un autre côté, nous sommes également soumis à la vérité, en ce sens que la vérité fait loi. C'est le discours vrai qui, pour une part au moins, décide, il véhicule, il propulse lui-même des effets de pouvoir. Après tout, nous sommes jugés, condamnés, classés, contraints à des tâches, voués à une certaine manière de vivre ou à une certaine manière de mourir, en fonction de discours vrais qui portent avec eux des effets spécifiques de pouvoir. Donc, règles de droit, mécanisme de pouvoir, effet de vérité, ou encore règles de pouvoir et pouvoir des discours vrais, c'est à peu près ce qui a été le domaine très général du parcours que j'ai dû faire, parcours que j'ai fait mener, je le sais bien, de manière très partielle et avec beaucoup de zigzags. Sur ce parcours, je voudrais maintenant dire quelques mots. Qu'est-ce qui m'a guidé en principe général et quelles ont été les consignes impératifs ou précautions de méthode que j'ai voulu. Un principe général en ce qui concerne les rapports du droit et du pouvoir. Il me semble qu'il y a un fait qu'il ne faut pas oublier. C'est que dans les sociétés occidentales, et ceci depuis le Moyen-Âge, eh bien, il me semble que l'élaboration de la pensée juridique s'est faite essentiellement autour du pouvoir royal. C'est à la demande du pouvoir royal, c'est également à son profit, c'est pour lui servir d'instrument ou de justification que s'est élaboré l'édifice juridique de la société. Le droit en Occident est un droit de commande royale. Tout le monde connaît bien sûr le rôle fameux, célèbre, répété, ressassé des juristes dans l'organisation du pouvoir royal. Il ne faut pas oublier que la réactivation du droit romain vers le milieu du Moyen-Âge, qui a été le grand phénomène autour et à partir duquel s'est reconstitué l'édifice juridique dissocié après la chute de l'Empire romain, cette résurrection du droit romain a été effectivement un des instruments techniques constitutifs du pouvoir monarchique, autoritaire, administratif et finalement absolu. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un en trop? Je peux pas. Alors, écoutez, dites-leur que vraiment aujourd'hui c'est pas intéressant et que la semaine prochaine je vais faire tout mon possible pour que le cours ait lieu. Il sera peut-être beaucoup moins intéressant encore et le cours aura lieu dans une grande salle pour qu'on puisse loger. Quelle heure? Pardon? 9h30.
Bon. Bon. Donc, formation d'édifice juridique autour du personnage royal, à la demande même et au profit du pouvoir royal, et lorsque cet édifice juridique, dans les siècles suivants, aura échappé au contrôle royal, lorsque précisément cet édifice juridique sera retourné contre le pouvoir royal, eh bien, ce qui sera en question, ça sera toujours les limites de ce pouvoir, ça sera la question concernant ses prérogatives. Autrement dit, je crois que le personnage central dans tout l'édifice juridique occidental, c'est le roi. C'est du roi qu'il est question, c'est du roi, de ses droits, de son pouvoir, des limites éventuelles du pouvoir, c'est de là qu'il est fondamentalement question dans le système général, dans l'organisation générale, en tout cas, du système juridique occidental. Que les juristes aient été les serviteurs du roi, ou qu'ils aient été des adversaires, c'est de toute façon toujours du pouvoir royal qu'il est question dans ces grands édifices de la pensée et du savoir juridique. Et du pouvoir royal, il en est question de deux manières, soit pour montrer en quelle armature juridique s'investissait le pouvoir royal, comment le monarque était effectivement le corps vivant de la souveraineté, comment son pouvoir, même absolu, était exactement adéquat à un droit fondamental, soit au contraire pour montrer comment il fallait limiter ce pouvoir du souverain, à quelles règles de droit il devait se soumettre, selon quelles limites, et à l'intérieur de quelles limites, il devait exercer ce pouvoir pour que ce pouvoir conserve sa légitimité. La théorie du droit a essentiellement pour rôle, depuis le Moyen-Âge, de fixer la légitimité du pouvoir. C'est-à-dire encore que le problème majeur, le problème central, autour duquel s'organise la théorie du droit, c'est le problème de la souveraineté. Dire que le problème de la souveraineté, c'est le problème central du droit dans les sociétés occidentales, ça veut dire ceci, c'est que le discours du droit et la technique du droit ont eu essentiellement pour fonction de dissoudre à l'intérieur du pouvoir le fait de la domination pour faire apparaître à la place de cette domination que l'on voulait réduire ou masquer, pour faire apparaître deux choses. D'une part, les droits légitimes de la souveraineté et deuxièmement, l'obligation légale de l'obéissance. Le système du droit est entièrement centré sur le roi, c'est-à-dire qu'il est finalement l'éviction du fait de la domination et de ses conséquences. Bon, eh bien, ce que j'ai voulu faire dans les années précédentes, en parlant de différentes petites choses que j'ai évoquées, eh bien, le projet général, c'était au fond d'inverser cette direction générale de l'analyse, qui est celle, je crois, du discours du droit tout entier depuis le Moyen-Âge. J'ai essayé de faire l'inverse, c'est-à-dire de laisser au contraire valoir comme un fait, et si vous voulez, aussi bien dans son secret que dans sa totalité, le fait de la domination. Et puis montrer à partir de là, non seulement comment le droit est d'une manière générale l'instrument de cette domination, cela va de soi, seulement montrer aussi comment, jusqu'où et sous quelle forme le droit, et quand je dis le droit, je ne pense pas simplement à la loi, mais à l'ensemble des appareils, institutions, règlements, actes de droit, comment donc le droit véhicule et met en œuvre des rapports qui ne sont pas des rapports de souveraineté, mais des rapports de domination. Et par domination, je ne veux pas dire le fait massif d'une domination globale de l'un sur les autres ou d'un groupe sur un autre, mais les multiples formes de domination qui peuvent s'exercer à l'intérieur de la société. Non pas donc le roi dans sa position centrale, mais les sujets dans leurs relations réciproques. Non pas la souveraineté
dans un édifice unique, mais les assujettissements multiples qui ont lieu et qui fonctionnent à l'intérieur du corps social. Le système du droit et le champ judiciaire sont les véhicules permanents de rapports de domination. Ils sont le véhicule permanent de techniques d'assujettissement polymorphes. Le droit, il faut, je crois, le voir, non du côté d'une légitimité à fixer, mais du côté des procédures d'assujettissement qu'il met en œuvre. Donc, le problème, pour moi, c'est de court-circuiter, d'éviter ce problème central pour le droit de la souveraineté et de l'obéissance des individus soumis à la souveraineté, et de faire apparaître à la place de la souveraineté et de l'obéissance le problème de la domination et de l'assujettissement. Ceci étant la ligne générale de l'analyse, un certain nombre de précautions de méthode étaient, je crois, requises pour suivre cette ligne générale qui tentait de court-circuiter ou de biaiser avec la ligne générale de l'analyse juridique. Précaution de méthode, celle-ci d'abord. Il ne s'agit pas d'analyser les formes réglées et légitimes du pouvoir en leur centre, dans ce que peuvent faire ces mécanismes généraux ou ces effets d'ensemble. Il s'agit de saisir au contraire le pouvoir à ses extrémités, dans ces derniers linéairement, là où il devient capillaire. C'est-à-dire prendre le pouvoir dans ses formes et ses institutions les plus régionales, les plus locales, là surtout où le pouvoir, débordant les règles de droit qui l'organisent et délimitent, là où ce pouvoir se prolonge par conséquent au-delà de ces règles, s'investit dans des institutions, prend corps dans des techniques et se donne des instruments d'intervention matérielle, éventuellement même violente. Exemple, si vous voulez, plutôt que de chercher où et comment, dans la souveraineté, telle qu'elle est présentée par la théorie, soit du droit monarchique, soit du droit démocratique, plutôt que de chercher à savoir comment se fond dans la souveraineté le pouvoir de punir, j'ai essayé de voir comment effectivement la punition, le pouvoir de punir, eh bien, prenait corps dans un certain nombre d'institutions locales, régionales, matérielles, que ce soit le supplice ou que ce soit l'emprisonnement, et ceci dans le monde à la fois institutionnel, physique, réglementaire et violent des appareils effectifs de la punition. Autrement dit, saisir le pouvoir du côté de l'extrémité de moins en moins juridique de son exercice. C'était la première consigne de méthode. Deuxième, il s'agissait de ne pas analyser le pouvoir au niveau de l'intention ou de la décision, ne pas chercher à le prendre du côté intérieur, ne pas poser cette question, je crois, labyrinthique et insortable, qui consiste à dire qui donc a le pouvoir et qu'est-ce qu'il a dans la tête et qu'est-ce qu'il cherche, celui qui a le pouvoir. Mais étudier le pouvoir au contraire, du côté où son intention, si intention il y a, est entièrement investi à l'intérieur de pratiques réelles et effectives, étudier le pouvoir en quelque sorte du côté de sa face externe, là où il est en relation directe et immédiate avec ce qu'on peut appeler très provisoirement son objet, sa cible, son champ d'application, là, autrement dit, où il s'implante et où il produit ses effets réels. Donc, non pas pourquoi est-ce que certains veulent dominer, qu'est-ce qu'ils cherchent, quelle est leur stratégie d'ensemble, mais comment est-ce que les choses se passent au moment même, au niveau, au ras de la procédure d'assujettissement, ou dans ces processus continus et ininterrompus qui assujettissent les corps, qui dirigent les gestes, qui régissent les comportements, etc. En d'autres termes, plutôt que de se demander
comment le souverain apparaît en haut, chercher à savoir comment sont petit à petit, progressivement, réellement, matériellement, constitués les sujets, constituer le sujet à partir de la multiplicité des corps, des forces, des énergies, des matières, des désirs, des pensées, etc. Saisir l'instance matérielle de l'assujettissement en tant que constitution des sujets. Ça serait, si vous voulez, exactement le contraire de ce que Hobbes avait voulu faire dans le Léviathan, et je crois après tout tous les juristes, lorsque leur problème est de savoir comment, à partir de la multiplicité des individus et des volontés, comment est-ce qu'il peut se former une volonté unique, ou encore un corps unique, mais animé par une âme qui serait la souveraineté. Souvenez-vous du schéma du Léviathan. Dans le schéma du Léviathan, le Léviathan en tant qu'homme fabriqué n'est pas autre chose que la coagulation d'un certain nombre d'individualités séparées qui se trouvent réunies par un certain nombre d'éléments constitutifs de l'État, mais au cœur de l'État, ou plutôt à la tête de l'État, à la tête de l'État, il existe quelque chose qui le constitue comme tel, et ce quelque chose, c'est la souveraineté dont Hobbes dit qu'elle est précisément l'âme du Léviathan. Eh bien, plutôt que de poser ce problème de l'âme centrale, je crois qu'il faudrait essayer d'étudier, parce que je vais faire, c'est d'étudier les corps périphériques et multiples, ces corps périphériques et multiples, constitués par les effets de pouvoir comme sujets. Troisième précaution de méthode, ne pas prendre le pouvoir comme un phénomène de domination massive et homogène, domination massive et homogène d'un individu sur les autres, d'un groupe sur les autres, d'une classe sur les autres. Bien avoir à l'esprit que le pouvoir, sauf à le considérer de très haut, très loin, le pouvoir, ce n'est pas quelque chose qui se partage entre ceux qui l'ont et qui le détiennent exclusivement, et puis ceux qui ne l'ont pas et qui le subissent. Le pouvoir doit être, je crois, analysé comme quelque chose qui circule, ou plutôt comme quelque chose qui ne fonctionne qu'en chaîne. Il n'est jamais localisé ici ou là, il n'est jamais entre les mains de certains, il n'est jamais approprié comme une richesse ou un bien. Le pouvoir fonctionne, le pouvoir s'exerce en réseau. Et sur ce réseau, non seulement les individus circulent, mais ils sont toujours en position de subir et aussi d'exercer ce pouvoir. Ils ne sont jamais la cible inerte ou consentante du pouvoir, ils en sont toujours les relais. Autrement dit, le pouvoir transite par les individus, il ne s'applique pas à eux. Il ne faut donc pas, je crois, concevoir l'individu comme une sorte de noyau élémentaire, atome primitif, matière multiple et inerte, sur laquelle viendrait s'appliquer, contre laquelle viendrait frapper le pouvoir qui soumettrait les individus ou les briserait. En fait, ce qui fait qu'un corps, ce qui fait que des gestes, des discours, des désirs sont identifiés et constitués comme individus, c'est précisément cela, un des effets premiers du pouvoir. C'est-à-dire que l'individu n'est pas le vis-à-vis du pouvoir, il en est, je crois, un des effets premiers. L'individu est un effet du pouvoir et il est en même temps, dans la mesure même où il est en effet, un effet, il en est le relais. Le pouvoir transite par l'individu qui l'a constitué. Quatrième conséquence, au niveau des précautions de méthode, ceci. Quand je dis le pouvoir, ça s'exerce, le pouvoir, ça circule, le pouvoir, ça forme réseau, c'est peut-être jusqu'à un certain point. On peut dire également, nous avons tous du fascisme dans la tête, et fondamentalement encore, nous avons tous du pouvoir dans le corps.
Et le pouvoir, dans une certaine mesure au moins, transhume par notre vie. Tout ceci, en effet, peut être. Mais je ne crois pas qu'il faille, à partir de là, en conclure que le pouvoir serait, si vous voulez, la chose du monde la mieux partagée, la plus partagée, bien que jusqu'à un certain point il le soit. Ce n'est pas une sorte de distribution démocratique ou anarchique du pouvoir à travers les corps. Je veux dire ceci. Il me semble que ce serait là donc la quatrième précaution. L'important, c'est qu'il ne faut pas faire une sorte de déduction du pouvoir qui partirait du centre et qui essaierait de voir jusqu'où il se prolonge par le bas, dans quelle mesure il se reproduit, dans quelle mesure il se reconduit jusqu'aux éléments les plus atomistiques de la société. Je crois qu'au contraire, il faut, c'est une précaution de méthode à suivre, il faudrait faire une analyse ascendante du pouvoir, c'est-à-dire partir des mécanismes infinitésimaux, lesquels ont leur propre histoire, lesquels ont leur propre trajet, leur propre technique et tactique, et puis voir comment ces mécanismes du pouvoir, qui ont donc leur solidité et en quelque sorte leur technologie propre, voir comment ces mécanismes du pouvoir ont été et sont encore investis, colonisés, utilisés, infléchis, transformés, déplacés, étendus, etc., par des mécanismes de plus en plus généraux et des formes de domination globale. Ce n'est pas la domination globale qui se pluralise et se répercute jusqu'en bas. Je crois qu'il faut analyser la manière dont, au niveau les plus bas, les phénomènes de pouvoir, les techniques et procédures de pouvoir jouent, montrer comment ces procédures, bien sûr, se déplacent, s'étendent, se modifient, mais surtout comment elles sont investies, comment elles sont annexées par des phénomènes plus globaux et comment des pouvoirs plus généraux ou des profits économiques peuvent se glisser dans le jeu de ces technologies à la fois relativement autonomes et infinitésimales de pouvoir. Un exemple, pour que ça soit plus clair, à propos on pourrait dire ceci, et ça fait l'analyse descendante dont je crois qu'il faut se méfier, on pourrait dire ceci, eh bien, la bourgeoisie est devenue, à partir de la fin du XVIe siècle, la classe dominante. Ceci étant dit, comment est-ce que l'on peut en déduire l'internement des fous? La déduction, vous la ferez toujours. Elle est toujours facile et c'est précisément ce que je lui reprocherai. Il est en effet facile de montrer comment le fou étant précisément celui qui est inutile dans la production industrielle, on est bien obligé de s'en débarrasser. On pourrait faire la même chose, si vous voulez, non pas à propos du fou, mais à propos de la sexualité infantile. C'est ce qu'ont fait un certain nombre de gens, jusqu'à un certain point, Wilhelm Reich, Helmut Reich, certainement, dire, eh bien voilà, à partir de la domination de la classe bourgeoise, comment peut-on comprendre la répression de la sexualité infantile? Eh bien, tout simplement, le corps humain étant devenu essentiellement force productive à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, toutes les formes de dépenses qui étaient irréductibles à ces rapports, à cette constitution des forces productives, eh bien, toutes les formes de dépenses ainsi manifestées dans leur inutilité ont été bannies, exclues, réprimées. Bon, ces déductions-là, elles sont toujours possibles. Elles sont toujours possibles, elles sont à la fois vraies et fausses, elles sont essentiellement trop faciles parce qu'on pourrait exactement faire le contraire et montrer comment précisément à l'intérieur, à partir du principe que la bourgeoisie est devenue une classe dominante, eh bien, on pourrait parfaitement en déduire que les contrôles de sexualité, de la sexualité enfantine, ne sont absolument pas souhaitables. Au contraire,
Ce dont on a besoin, ça serait d'un dressage sexuel dans la mesure d'un apprentissage sexuel, d'une précocité sexuelle, dans la mesure où il s'agit après tout par la sexualité de reconstituer une force de travail dont on sait bien qu'au début au moins du XIXe siècle, on considérait que sa statut optimum serait d'être infini. Plus il y aurait de forces de travail, plus il serait le système de la production capitaliste pourrait fonctionner à plein et au plus juste. Je crois que n'importe quoi peut se déduire du phénomène général de la domination de la classe bourgeoise. Il me semble que ce qu'il faut faire l'inverse, c'est-à-dire voir comment, historiquement, en partant par du bas, les mécanismes de contrôle ont pu jouer quant à l'exclusion de la police, si vous voulez, ou quant à la répression de l'interdiction de la sexualité, comment au niveau effectif de la famille, de l'entourage immédiat, des cellules ou des niveaux les plus bas de la société, eh bien, ces phénomènes-là de répression ou d'exclusion ont eu leur instrument, ont eu leur logique, ont répondu à un certain nombre de besoins, montré quels en ont été les agents et chercher ces agents, non pas du tout du côté de la bourgeoisie en général, mais des agents réels qui ont pu être l'entourage immédiat, la famille, les parents, les médecins, le plus bas degré de la police, etc. Et comment ces mécanismes de pouvoir, à un moment donné, dans une conjoncture précise et moyennant un certain nombre de transformations, ont commencé à devenir économiquement profitables et politiquement utiles. Et on arriverait, je crois, à montrer facilement, enfin c'est ce que j'ai voulu faire, c'est que, au fond, ce dont la bourgeoisie a eu besoin, ce en quoi, finalement, le système a trouvé son intérêt, ce n'est pas en ce que les fous soient exclus ou en ce que la masturbation des enfants soit surveillée et interdite. Ça, encore une fois, le système bourgeois peut parfaitement supporter le contraire. Mais en revanche, où il a trouvé son intérêt et où effectivement il s'est investi, ce n'est pas dans le fait qu'il soit exclu, mais c'est dans la technique et la procédure même de l'exclusion. Ce sont les mécanismes d'exclusion, c'est l'appareillage de surveillance, c'est la médicalisation de la sexualité, de la folie, de la délinquance. C'est tout cela. C'est-à-dire la mécanique, la micro-mécanique du pouvoir, c'est cela qui a représenté, constitué à partir d'un certain moment pour la bourgeoisie un intérêt, et c'est à cela que la bourgeoisie s'est intéressée. Ou disons encore, si vous voulez, dans la mesure où cette notion de bourgeoisie et d'intérêt de la bourgeoisie est vraisemblablement sans contenu réel, au moins pour les problèmes que l'on pose là maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que justement, il n'y a pas eu la bourgeoisie qui a pensé que la folie devait être exclue ou que la sexualité enfantine devait être réprimée. C'est pas cela. C'est que les mécanismes d'exclusion de la folie, les mécanismes de surveillance de la sexualité enfantine, à partir d'un certain moment, et pour des raisons qu'il faut étudier, à partir d'un certain moment, a dégagé un certain profit économique, a dégagé une certaine utilité politique, et du coup, se sont trouvés tout naturellement colonisés et soutenus par des mécanismes globaux et finalement par le système de l'État tout entier. Et c'est en s'accrochant sur ces techniques de pouvoir que effectivement on peut arriver, enfin c'est en partant de ces techniques de pouvoir et en montrant les profits économiques ou les utilités politiques qui en dérivent dans un certain nombre, c'est à partir de là que l'on peut comprendre comment effectivement ces mécanismes finissent par faire partie de l'ensemble. Autrement dit, la bourgeoisie, elle se fout totalement des fous, mais les procédures d'exclusion des fous ont dégagé, libéré, à partir du XIXe siècle, et encore une fois, selon cette transformation, ont libéré un profit politique, éventuellement même une certaine utilité économique, qui ont solidifié le système et qui l'ont fait fonctionner dans l'ensemble. La bourgeoisie ne s'intéresse pas au fou, mais au pouvoir. La bourgeoisie ne s'intéresse pas à la sexualité de l'enfant, mais au système de pouvoir qui contrôle la sexualité. La bourgeoisie
se moque totalement des délinquants, de leur punition, de leur réinsertion, qui n'a économiquement pas beaucoup d'intérêt. En revanche, de l'ensemble des mécanismes par lesquels le délinquant est contrôlé, suivi, puni, réformé, etc., à ces mécanismes de contrôle-là, la bourgeoisie trouve un intérêt, ou plutôt il se dégage un intérêt qui fonctionne à l'intérieur du système économico-politique général. Voilà la quatrième précaution, ligne, méthode que je pense. Cinquième, eh bien, il se peut bien que les grandes machineries du pouvoir se soient accompagnées de production idéologique. Il y a eu sans doute, par exemple, une idéologie de l'éducation, il y a eu une idéologie du pouvoir monarchique, une idéologie de la démocratie parlementaire, etc. Mais à la base, au point d'aboutissement des réseaux de pouvoir, ce qui se forme, je ne crois pas que ce soit des idéologies, c'est beaucoup moins, et je crois que c'est beaucoup plus, ce sont des instruments effectifs de formation et de cumul du savoir, ce sont des méthodes d'observation, ce sont des techniques d'enregistrement, ce sont des procédures d'investigation et de recherche, ce sont des appareils de vérification. C'est-à-dire que, je crois, que le pouvoir, quand il s'exerce dans ces mécanismes fins, ne peut pas le faire sans la formation, l'organisation et la mise en circulation d'un savoir, ou plutôt d'appareils de savoir qui ne sont pas des accompagnements ou des édifices idéologiques. Bon, pour résumer ces 5 précautions de méthode, je dirais ceci. Plutôt que d'orienter la recherche sur le pouvoir du côté de l'édifice juridique de la souveraineté, du côté des appareils d'État, du côté des idéologies qui l'accompagnent, je crois qu'il faut orienter l'analyse du pouvoir du côté de la domination, et non pas de la souveraineté, du côté des opérateurs matériels, du côté des formes d'assujettissement, du côté des connexions et utilisations des systèmes locaux de cet assujettissement, et du côté enfin des dispositifs de savoir. En somme, il faut se débarrasser du modèle du Léviathan, il faut se débarrasser de ce modèle d'un homme artificiel, à la fois automate fabriqué, automate unitaire également, qui envelopperait tous les individus réels et dont les citoyens seraient corps, mais dont l'âme serait la souveraineté. Il faut étudier le pouvoir hors du modèle du Léviathan, hors du champ délimité par la souveraineté juridique et l'institution État. Il s'agit de l'analyser à partir des techniques et tactiques de domination. Bon, voilà en gros, si vous voulez, la ligne méthodique que je crois qu'il faut suivre et que j'ai essayé de suivre dans ces différentes recherches que nous avons fait les années précédentes à propos du pouvoir psychiatrique, à propos de la sexualité des enfants, à propos des systèmes étatistes, etc. Or, en parcourant ce domaine et en prenant ces précautions, je crois que apparaît un fait historique massif qui va enfin nous introduire un peu au problème dont je voudrais parler à partir d'aujourd'hui. Ce fait historique massif, c'est celui-ci. La théorie juridico-politique de la souveraineté, cette théorie juridico-politique dont je crois il faut se déprendre si on veut analyser le pouvoir, je vous le disais tout à l'heure, elle date du Moyen-Âge, elle date de la réactivation du droit romain, elle s'est constituée autour du problème de la monarchie et du monarque, et en gros, je crois que historiquement, cette théorie de la souveraineté, qui est le grand piège dans lequel on risque de tomber quand on veut analyser le pouvoir, cette théorie de la souveraineté, elle a joué 4 rôles. D'abord, elle s'est référée à un mécanisme de pouvoir effectif qui était celui de la monarchie féodale. Deuxièmement, elle a servi d'instrument et elle a servi aussi de justification pour la constitution des grandes monarchies administratives. Ensuite,
à partir du XVIe, surtout du XVIIe siècle, enfin déjà au moment des guerres de religion, la théorie de la souveraineté a été une arme qui a circulé dans un camp et dans l'autre, qui a été utilisée dans un sens ou dans l'autre, soit pour limiter, soit au contraire pour renforcer le pouvoir royal. Vous la trouvez du côté des catholiques monarchistes ou des protestants anti-monarchistes, vous le trouvez du côté des protestants monarchistes et plus ou moins libéraux, vous le trouvez aussi du côté des catholiques partisans du régicide ou du changement de dynastie, vous trouvez cette théorie de la souveraineté qui joue entre les mains des aristocrates ou entre les mains des parlementaires, du côté des représentants du pouvoir royal ou du côté des derniers féodaux. Bref, elle a été le grand instrument de la lutte politique et théorique autour des systèmes de pouvoir du XVIe et du XVIIe siècle. Enfin, au XVIIIe siècle, c'est toujours cette même théorie de la souveraineté réactivée du droit romain que vous allez trouver en gros, disons, chez Rousseau et chez ses contemporains, avec un autre rôle, un quatrième rôle. Il s'agit à ce moment-là de construire contre les monarchies administratives, autoritaires ou absolues un modèle alternatif, celui des démocraties parlementaires. Bon, et c'est ce rôle-là qui joue encore au moment de la Révolution. Eh bien, il me semble que, si on suit ces quatre, la personne, c'est que tant qu'a duré la société de type féodal, eh bien, les problèmes que traitait la théorie de la souveraineté, ceux auxquels elle se référait, eh bien, ces problèmes couvraient effectivement les mécaniques généraux, la mécanique générale du pouvoir, la manière dont il s'exerçait, et jusqu'aux niveaux les plus bas, depuis les niveaux les plus élevés jusqu'aux niveaux les plus bas. Autrement dit, le rapport de souveraineté, qu'il soit entendu d'une façon large ou étroite, ce rapport de souveraineté couvrait, je crois, en somme, la totalité du corps social. Or, et effectivement, la manière dont le pouvoir s'exerçait pouvait bien être transcrit, pour l'essentiel en tout cas, en termes de relations souverain-sujet. Or, au XVIIe et au XVIIIe siècle, il s'est produit un phénomène important, c'est-à-dire l'apparition, il faudrait dire l'invention d'une nouvelle mécanique de pouvoir qui a des procédures bien particulières, des instruments tout nouveaux, un appareillage très différent et qui, je crois, est absolument incompatible avec les rapports de souveraineté. Cette nouvelle mécanique de pouvoir, c'est une mécanique qui porte d'abord sur les corps et sur ce qu'ils font, plus que sur la terre et sur son produit. C'est une mécanique de pouvoir qui permet d'extraire des corps du temps et du travail plutôt que des biens et de la richesse. C'est un type de pouvoir qui s'exerce continuellement par surveillance et non pas de façon discontinue par des systèmes de redevances et d'obligations chroniques. C'est un type de pouvoir qui suppose un quadrillage serré de coercition matérielle, qui est une véritable nouvelle économie du pouvoir, ce principe qu'on doit pouvoir à la fois faire croître les forces assujetties et en même temps la force et l'efficacité de ceux qui les assujettent. Eh bien, il me semble que ce type-là de pouvoir se pose exactement terme à terme à la mécanique du pouvoir que décrivait ou que cherchait à transcrire la théorie de la souveraineté. La théorie de la souveraineté, elle est liée à une forme de pouvoir qui s'exerce sur la terre et sur le produit de la terre beaucoup plus que sur les corps et ce qu'ils font. La théorie de la souveraineté, c'est quelque chose qui concerne le déplacement et l'appropriation par le pouvoir, non pas du temps et du travail, mais des biens et de la richesse. La théorie de la souveraineté, c'est ce qui permet de transcrire en termes juridiques les obligations de discontinu et chronique de redevance. Ce n'est pas ce qui permet de coder une surveillance continue. La théorie de la souveraineté, c'est une théorie qui permet de fonder le pouvoir autour et à partir de l'existence physique du souverain, non pas du tout les systèmes continus et permanents de surveillance. La théorie de la souveraineté,
souveraineté, c'est ce qui permet de fonder un pouvoir absolu, si vous voulez, dans la dépense absolue du pouvoir, et non pas du tout de calculer le pouvoir à son minimum, avec le minimum de dépenses et le maximum d'efficacité. Bon, ce nouveau type de pouvoir, qui n'est donc plus du tout transcriptible dans les termes de la souveraineté, ce nouveau type de pouvoir, c'est, je crois, une des grandes inventions de la société bourgeoise. Il a été un des instruments fondamentaux de la mise en place du capitalisme industriel et du type de société qui lui est corrélatif, ce pouvoir donc non souverain, étranger à la forme de la souveraineté, c'est le pouvoir disciplinaire. Pouvoir disciplinaire indescriptible, injustifiable, dans les termes de la théorie de la souveraineté, radicalement hétérogène, et qui, si vous voulez, aurait dû normalement amener la disparition même de ce grand édifice juridique de la théorie de la souveraineté. Or, de fait, la théorie de la souveraineté a continué non seulement à exister, si vous voulez, comme une idéologie du droit, mais elle a continué à organiser les codes juridiques que l'Europe du XIXe siècle s'est donnée depuis ou à partir, en gros, des codes Napoléon. Au fond, pourquoi est-ce que la théorie de la souveraineté a ainsi persisté comme idéologie et comme principe organisateur des grands codes juridiques? Je crois qu'il y a à cela deux raisons. D'une part, c'est que la théorie de la souveraineté a été au XVIIIe et encore au XIXe un instrument critique permanent contre la monarchie et contre tous les obstacles qui pouvaient s'opposer au développement de la société disciplinaire. Mais d'autre part, la théorie de la souveraineté et l'organisation d'un code juridique centré sur elle a permis de superposer au mécanisme de la discipline un système de droit qui en masquait les procédés, qui effaçait ce qu'il pouvait y avoir de domination et de techniques de domination dans la discipline, et enfin qui garantissait à chacun qu'il exerçait à travers la souveraineté de l'État ses propres droits souverains. Autrement dit, les systèmes juridiques, que ce soit les théories ou que ce soit les codes, les systèmes juridiques ont permis une démocratisation de la souveraineté, la mise en place d'un droit public articulé sur la souveraineté collective, au moment même, et dans la mesure, et parce que cette démocratisation de la souveraineté se trouvait lestée en profondeur par les mécanismes de la coercition disciplinaire. Plus rigoureux, de façon plus serrée, si vous voulez, on pourrait dire ceci, c'est que dès lors que les contraintes disciplinaires devaient à la fois s'exercer comme mécanisme de domination, mais ne devaient être cachées comme exercice effectif du pouvoir, eh bien, il fallait bien que soit donné dans l'appareil juridique et réactivé et activé par les codes judiciaires, que soit réactivé et activé la théorie de la souveraineté. On a donc, si vous voulez, dans les sociétés modernes à partir du XIXe siècle et jusqu'à nos jours, d'une part, une législation, un discours, une organisation du droit public articulée autour du principe de la souveraineté du corps social et de la délégation par chacun de sa souveraineté à l'État, et puis on a en même temps un quadrillage serré de coercition disciplinaire qui assure de fait la cohésion de ce même corps social. Or, ce quadrillage ne peut en aucun cas se transcrire dans ce droit qui en est pourtant l'accompagnement nécessaire. Un droit de la souveraineté et une discipline, eh bien c'est entre ces deux limites, je crois, que se joue l'exercice du pouvoir. Mais ces deux limites sont telles et elles sont si hétérogènes que l'on ne peut jamais rabattre l'une sur l'autre. Le pouvoir s'exerce dans les sociétés modernes à partir et dans le jeu même de cette hétérogénéité
entre un droit public de la souveraineté et une mécanique polymorphe de la décision. Ça ne veut pas dire que vous avez d'une part un système de droit bavard et explicite qui serait celui de la souveraineté, et puis des disciplines obscures et muettes qui travailleraient en profondeur, dans l'ombre, et qui constitueraient le sous-sol silencieux de la grande mécanique du pouvoir. En fait, les disciplines ont leur propre discours. Elles sont elles-mêmes, et pour les raisons que je vous disais tout à l'heure, créatrices d'appareils de savoir et de champs multiples de connaissances. Elles sont extraordinairement inventives dans l'ordre de ces appareils à former du savoir et du connaissance. Et les disciplines sont porteuses d'un discours, mais d'un discours qui ne peut pas être le discours du droit, qui ne peut pas être le discours juridique. Le discours de la discipline est étranger à celui de la loi, il est étranger à celui de la règle comme effet de la volonté souveraine. Les disciplines vont donc porter un discours qui sera celui de la règle, non pas la règle juridique dérivée de la souveraineté, mais elles porteront le discours de la règle naturelle, c'est-à-dire de la norme. Elles définiront un code qui sera celui, non pas de la loi, mais de la normalisation, et elles se référeront nécessairement à un horizon théorique qui ne sera pas l'édifice du droit, mais le champ des sciences humaines, et leur jurisprudence à ces disciplines, leur jurisprudence sera celle d'un savoir clinique. En somme, ce que j'ai montré là au cours de ces dernières années, ce n'est pas du tout comment, sur le front d'avancée des sciences exactes, petit à petit, le domaine incertain, difficile, brouillé de la conduite humaine a été petit à petit annexé à la science. Ce n'est pas par un progrès de la rationalité des sciences exactes que petit à petit se sont constituées les sciences humaines. Je crois que le processus qui a rendu fondamentalement possible le discours des sciences humaines, c'est la juxtaposition, l'affrontement de deux mécanismes et de deux types de discours absolument hétérogènes. D'un côté, l'organisation du droit autour de la souveraineté, et de l'autre côté, la mécanique des coercitions exercées par les disciplines. Et que de nos jours, le pouvoir s'exerce à la fois à travers ce droit et ses techniques, que cette technique de la discipline, que ces discours nés de la discipline envahissent le droit, que les procédés de la normalisation colonisent de plus en plus les procédures de la loi, eh bien c'est, je crois, ce qui peut expliquer le fonctionnement global de ce que j'appellerais une société de normalisation. Je veux dire plus précisément ceci, c'est que je crois que la normalisation, les normalisations disciplinaires viennent buter de plus en plus contre le système juridique de la souveraineté. De plus en plus nettement apparaissent l'incompatibilité des unes et de l'autre. De plus en plus est nécessaire une sorte de discours arbitre, une sorte de pouvoir et de savoir que sa sacralisation scientifique est neutre, et c'est précisément du côté de l'extension de la médecine que l'on voit en quelque sorte je ne veux pas dire se combiner, mais se réduire ou s'échanger ou s'affronter perpétuellement la mécanique de la discipline et le principe du droit. La médecine, le développement de la médecine, la médicalisation générale du comportement et des conduites, des discours, des désirs, etc. Cette médicalisation, elle se fait sur le front où viennent se rencontrer les deux nappes hétérogènes de la discipline et de la souveraineté. Et c'est pourquoi, contre les usurpations de la mécanique disciplinaire, contre cette montée d'un pouvoir qui est lié au savoir scientifique, eh bien, nous nous trouvons actuellement dans une situation telle que le seul recours existant, apparemment solide, que nous ayons, eh bien, c'est précisément le recours ou le retour à un droit
organisée autour de la souveraineté, articulée sur ce vieux principe, ce qui fait que concrètement, vous le savez bien, lorsque contre les disciplines et contre tous les effets de savoir et de pouvoir qui y sont liés, on veut objecter quelque chose, que fait-on concrètement? Que fait-on dans la vie? Qu'est-ce que fait le syndicat de la magistrature ou autres institutions comme celle-là? Sinon, précisément, invoquer ce droit, ce fameux droit formel du bourgeois, qui est en réalité le droit de la souveraineté. Et je crois qu'on est là, dans un espèce de boulot d'étranglement que l'on ne peut pas continuer à faire fonctionner indéfiniment de cette manière-là. Ce n'est pas en recourant à la souveraineté contre la discipline que l'on pourra limiter les effets même du pouvoir disciplinaire. En fait, souveraineté et discipline, législation de la souveraineté, droit de la souveraineté et mécanique disciplinaire sont deux pièces absolument constitutives des mécanismes généraux de pouvoir dans notre société. À dire vrai, pour lutter contre les disciplines dans la recherche d'un pouvoir non disciplinaire, plutôt dans la lutte contre le pouvoir disciplinaire, ce vers quoi il faudrait aller, ce n'est pas vers l'ancien droit de la souveraineté, ça serait dans la direction d'un nouveau droit qui serait antidisciplinaire, mais qui serait en même temps affranchi du principe de la souveraineté. Et c'est là alors qu'on rejoint, si vous voulez, la notion de répression dont je vous parlerai peut-être la prochaine fois, à moins que j'en ai un peu assez de ressasser les choses déjà dites. Je passe tout de suite à d'autres choses concernant la guerre. Enfin bon, si j'en ai le désir ou le courage, je vous parlerai peut-être la prochaine fois de la notion de répression. La notion de répression qui, je crois, justement, a le double inconvénient dans l'usage qu'on en fait, d'une part de se référer obscurément à une certaine théorie de la souveraineté qui serait la théorie des droits souverains d'individu, et puis qui met en jeu dans son utilise, elle met en jeu toute une référence psychologique empruntée aux sciences humaines, c'est-à-dire au discours démocratique qui relève du domaine disciplinaire. Je crois que la notion de répression est encore une notion juridico-disciplinaire, quel que soit l'usage critique que l'on veut en faire, et dans cette mesure-là, l'usage critique de la notion de discipline se trouve vicié, gâté, pourri au départ par la double référence juridique et disciplinaire, double référence à la souveraineté et à la normalisation qu'elle implique. Bon, alors donc peut-être je vous parlerai de la répression la prochaine fois, sinon on passera directement au problème de la vie. Voilà, bien merci. Et donc, plusieurs années, alors j'aurais voulu faire un cours comme ça, un petit peu de recherche, et dans cette mesure-là, vous convoquez ou vous laissez venir à 200-300 pour entendre ces borbories et ces bafouillis. J'en avais un peu honte, alors je me disais vers 9h30 le matin, comme ça, il y aura une trentaine de volontaires. Je leur raconterai mes trucs, on pourra discuter un peu, et puis les années suivantes, on reprendra ici, sur la table, on prendra un peu plus solennel, et puis on fera part aux gens qui viennent de ce qu'on aura fait. Bon, je cherchais un petit peu la formule intermédiaire entre le cours et le séminaire. Bon, c'est loupé, c'est loupé. À moins que ça vous dégoûte et que la semaine prochaine, bon, en tout cas, je vais donc voir pour la salle si on peut en changer. Changer de salle sans changer d'heure. Et si on peut revenir le soir à 5h30, enfin 6h moins le quart. Non, c'est embêtant parce qu'en effet, certains ont dû modifier des choses. Il y en a qui n'ont pas pu aussi modifier.
Oui, mais écoutez, vous avez regardé le nombre de micros alors. Ça élimine les mères de famille. Ça élimine les mères de famille ou les mondaines de faire à 1 heure après le gamin. C'est-à-dire, ça demande que vous aurez des non, mais tu vois, vous n'avez pas le monde n'a pas si de Bon, allez, ben on va essayer de commencer nos Pardon? Micro, ben mon pauvre, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais je ne crois pas qu'il y en ait un qui soit pour la salle. C'est des micros pour des groupes de travail, des réunions soumettre, je ne sais pas quoi. Comment ça va? Non, il n'y a pas de prise. Si, il devrait y avoir un micro pour la...